The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonjour et bienvenue dans Il était une fois le monde, donc épisode 4, n'est-ce pas, mon cher Sangara? Bonjour à toi, bonjour à tous. Donc cette saison 2, excusez-nous, on vous a un peu abandonné pendant un petit moment, déjà à cause de petits problèmes techniques et ensuite parce que il a fallu à un moment donné donc prendre des petites vacances, n'est-ce pas Sangara? N'est-ce pas? Oui, bien mérité. Exactement. Ça nous a fait du bien, je pense que ça a fait du bien. Ça a fait du bien à tout le monde. Hein. Bien sûr. Et pour ceux aussi qui n'avaient pas vu les premières émissions, je pense qu'ils se sont tous replongés dans les 7 premières, la première saison. Et tant mieux, on va continuer l'aventure, tout simplement. Voilà, alors la technique me fait signe dans l'oreillette que tu es un peu loin du micro, qu'on t'entend vraiment, ta voix est pas assez forte, donc essaie de te rapprocher, voilà, de mettre ton micro de Cronard un petit peu plus proche. Bon, mais en tout cas, on est très très content de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que on avait préparé cette émission il y a maintenant presque 2 semaines, hein, et on avait hâte de vous révéler quelques secrets, quelques mystères sur cette fameuse arche d'alliance dont on va parler aujourd'hui. Donc, je vais te laisser nous narrer l'introduction, comme d'habitude. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur Sangara, je t'en supplie. Bien sûr. Alors, je vais faire une petite introduction biblique, comme à mon habitude, qui commence par l'histoire de nos pays. Pays de torrents et de sources, d'eau qui sourde de l'abîme dans la vallée comme dans les montagnes, puis de froment, pays de froment, et d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers, d'huile et de miel. Ceci est donc la terre promise. La terre promise. Alors, quelle était cette terre promise, Sangara? Dis-moi, d'après toi. Alors, c'était le pays de Canaan. On a déjà parlé d'ailleurs sur Oui, effectivement. La descendance de Noé, quand je vous ai narré l'histoire de la malédiction de Cham, qui portait donc sur Canaan. Et donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai introduit le fait qu'il y avait une erreur sur la progéniture maudite, puisque elle donc portait sur Canaan et non pas sur les enfants de la descendance de Couche. Mais je pense qu'on en rediscutera un peu plus tard, quand on abordera notamment l'esclavage et le marché esclave. Effectivement, mais c'est vrai que au niveau, c'est vrai que quand on va essayer, parce que c'est vrai qu'on vous apporte beaucoup d'informations bibliques, et c'est vrai que des gens me disent, mais tu dis que t'es pas chrétien, t'arrêtes pas de parler de la Bible. Je vous rappelle que ce livre existait avant la religion chrétienne, n'est-ce pas? Donc déjà, il faut vous remettre dans le contexte. Et c'est vrai qu'on va, surtout aujourd'hui, on va essayer de désacraliser un petit peu. On va essayer aussi de, Sangara, de remettre les choses dans un contexte, on va dire un peu moins biblique, mais peut-être un peu plus concret. Et surtout, mais déjà de sortir de l'interprétation et du conditionnement aussi religieux. Non, parce qu'il y a énormément de gens, et puis je le dirai jamais assez, si vous gardez, compte tenu de ce que je suis, si vous gardez toute la sphère angélique, toutes ces choses-là dans le contexte judéo-chrétien, vous ratez 90% de l'information. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont à fond dans la cabale, qui viennent me dire, mais tu parles de ça, mais pas de ça, parce que tout simplement, j'enlève le conditionnement religieux.
C'est-à-dire qu'à la seconde où on sort le conditionnement religieux, on tombe sur la base de ce qu'est, par exemple, la Kabbale, ou la base de ce que va être, de ce que vont être les écrits. C'est vrai que ce pays de Canaan est interprété par les Hébreux à ce moment-là comme la terre promise. Mais la vraie terre promise, est-ce que c'est pas eux, finalement? Est-ce que le corps n'était pas la terre promise de l'énergie qui devait s'incarner? C'est pour cela qu'on va justement faire aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans un discours un peu plus concret, surtout en ce qui concerne donc cette fameuse arche d'alliance. Mais je sais que tu voulais faire un petit récapitulatif sur les émissions, surtout les gens, avant qu'on aille plus loin. La semaine prochaine, c'est une émission exclusivement questions-réponses. D'accord. Donc, on a déjà posté, donc j'ai posté sur ma page Facebook, donc une ouverture pour que vous posiez vos questions. Alors, c'est bien de faire like, mais ce post-là a été mis en place pour que vous posiez vos questions, parce qu'on a énormément de questions. J'ai remarqué, on l'a vu l'année dernière, hein, dans la saison numéro 1, on a énormément de questions par email, on a énormément, mais quand il s'agit de faire une émission questions-réponses, il n'y a plus personne. D'accord? Donc là, c'est le moment. Il n'y a pas de questions bêtes. D'accord? Donc, n'hésitez pas. N'ayez pas peur de poser vos questions. Allez sur le post qui est sur ma page, donc, sur Cyriel et Yael Miael. Et donc, vous allez avoir la possibilité. Il y a un post avec un petit personnage et des points d'interrogation rouges où vous pouvez poser vos questions, alors que ce soit sur la première saison, sur, les 4 premiers épisodes de cette deuxième saison. Et là, à ce moment-là, on sera à même la semaine prochaine de répondre en détail à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, Sangara. Donc, je sais que tu avais quelque chose à dire avant qu'on on enchaîne sur l'arche. Petit récapitulatif aussi, parce que ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. On va se remettre dans le bain de ce qu'on était la dernière fois. Non, rapidement, en fait, parce que justement, on a eu beaucoup de, enfin, j'ai reçu aussi pas mal de questions et j'ai eu des discussions avec des personnes qui étaient un petit peu perturbé par certains de nos propos, notamment sur l'épisode en fait de Moïse et des 10 commandements. On est là pour ça en même temps, hein. C'est perturbé. Voilà, on n'est pas là. Et également, j'ai eu à discuter avec des personnes qui étaient alors là vraiment à des années-lumière de ce qu'on explique, mais qui ont eu cette démarche de s'interroger. Et dans une personne que je salue en passant qui m'a indiqué, oui, mais vu que toutes les personnes avant étaient blanches, d'où viennent les Chinois? Voilà, donc là, je me suis dit, bon, il faut peut-être remettre comme… Coco, ne te moque pas, ramène ton visage dans l'écran. Voilà. Il faut remettre l'église du village, pour paraphraser, les Chinois ou les… À la base, on va dire, l'imaginaire en fait que nous nous faisons de ce qui s'est passé avant nous de l'histoire, elle est en partie véhiculée, donc par ce qu'on a retrouvé, mais également par la télévision, par le cinéma, par les documentaires. Il faut savoir que tout ce qui est cinéma, télévision, documentaire, ça appartient à une programmation. Comme on a pu vous l'expliquer, donc sur sur les 2 premières émissions de la première saison, où en fait on vous pose une image en vous indiquant, en vous la donnant comme référence. Quand vous reprenez effectivement les 10 commandements, les 2 versions qui sont sorties, qui sont connues, donc la version de Cécile B2000 qui date de 56 et celle qui est sortie l'année dernière, la Exodus des rois et des dieux, oui, effectivement, tous les personnages sont, on va dire, monochromes. Voilà. Sauf que ce n'était pas la réalité. Monochrome. Voilà. J'aime le mot. Au moins, on ne pourra pas te taxer de t'as dit monochrome. C'est bien. C'est politically correct. C'est très bien. Exactement. Quand on se base, on va dire, sur ne serait-ce que de la situation géographique des lieux qui sont cités, c'est impossible que les personnages correspondent parfaitement à l'histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains pays, ce genre de films ont été interdits pour falsification historique. Voilà, c'est un fait. Maintenant, on pourra me dire aussi, oui, mais ça remonte à longtemps, on ne savait pas, etc., etc. Et là où je vais vous dire que non, c'est de la programmation. Parce que je peux vous donner des exemples. Non, mais déjà, excuse-moi de t'interrompre, mais les gens, il va falloir… Je fais une émission très bientôt, justement, sur le sens caché des mots. OK? Quand vous allez à l'école, c'est pas pour rien que ça s'appelle un programme scolaire. Quand vous regardez la télévision, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle un programme télévisé. Quand vous regardez les hommes politiques, ils ont tous un
programme politique. D'accord? Donc, si vous voulez occulter le vrai sens du mot programme, ça ne tient qu'à vous. Exactement. Vous utilisez des mots à la journée longue et vous avez oublié la valeur du mot, ce que ça veut dire. On vous programme. Point final. On vous fait penser, on vous amène quelque chose et vous le validez sans l'avoir expérimenté. On l'a expliqué dans les émissions sur l'ego. Vous avez tout le savoir conditionné et le savoir non conditionné que vous avez vécu vous-même. D'accord? Donc nous, c'est vrai qu'avec Sangara, on n'a pas de mérite, puisque ces choses-là, on les a vécues et on s'en rappelle. Donc, effectivement, à un moment donné, c'est sûr que ça se fait pas comme un souvenir, hein. Ça se fait par des mémoires énergétiques, ça se fait par des choses où on reconnecte avec certains écrits, certains passages. Sangara a la capacité d'écrire des choses en pensant au départ que c'est de l'imagination, mais pas du tout. Effectivement, mais maintenant, vous avez plusieurs sources d'informations. Renseignez-vous, enseignez-vous, essayez d'expérimenter. Ça sert à rien de regarder des milliers de reportages sur tel ou tel site dans le monde. Prenez un billet d'avion, allez-y. Allez expliquer aux égyptologues que construire des pyramides avec des pierres, aucune des pierres n'a la même taille, mais la pyramide est parfaite, ça peut pas se faire avec des cailloux, d'accord? Essayez de sortir du contexte de ce qu'on vous apprend à l'école, essayez, ne serait-ce que ça, vous n'êtes même pas obligé d'être comme nous, comme Sangara et moi, vous n'êtes même pas obligé d'avoir ces perceptions-là, il suffit juste à un moment donné de sortir des sentiers battus, comme on dit, et d'aller chercher une information alternative. Et déjà, dans les informations alternatives, vous allez trouver à boire et à manger, vous allez trouver de tout et du n'importe quoi, mais vous allez trouver quand même des choses qui font plus de sens que les bêtises qu'on vous raconte dans vos programmes scolaires, dans vos programmes télévisés ou même dans vos programmes politiques. Et je peux continuer comme ça. On peut, comme disait Sangara, on pourrait vous en parler des heures. D'accord? Déjà, faites attention aux mots que vous utilisez et vous allez comprendre que vous êtes programmé, tout simplement. Quand vous prenez l'étymologie d'un mot et que vous regardez sa définition dans le dictionnaire, il y a un problème, il y a un bug. Bien sûr, pour connaître l'étymologie, il faut avoir des notions de grec, il faut avoir des notions de latin, voire d'hébreu. Je vous l'accorde, mais ça prend pas autant de temps que ça à faire le rapprochement. Donc, comme le disait Sangara, faites attention aux programmations. Vous êtes programmé dès votre plus jeune âge à ne pas valider les informations. Et ça vous-même. Ça se vérifie au fur et à mesure, en fait. Et juste pour terminer là-dessus, je vais donner un exemple très concret parce que on peut me dire, voilà, oui, effectivement, c'est des faits historiques, Noé, machin, on n'était pas là, on ne sait pas à quoi il ressemble. Je peux l'accepter, on va dire, c'est audible. Mais quand on va vous parler d'un auteur, par exemple, qu'on vous enseigne à l'école, un des plus grands auteurs français, si je vous parle, tout le monde connaît Alexandre Dumas, tout le monde. Mmh. Il a été mis en scène avec Gérard Depardieu dans le premier rôle, dans le rôle d'Alexandre Dumas. Sauf que Alexandre Dumas, c'était le petit-fils d'un esclave affranchi. Il était métis. Voilà, il était métis. Ouais, donc, il ne ressemble pas trop à Depardieu. Je veux dire, voilà, moi, j'ai rien contre Depardieu. Il fait bien le Gaulois, on est d'accord. Exactement. Maintenant, on ne peut pas imaginer un jour que, par exemple, on fait un biopic de Jules César, on ne va pas prendre Will Smith. En même temps. Dans Wild Wild West, et John West, il est noir. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette programmation elle vise même à uniformiser en fait une pensée et à se dire que voilà, vu que c'est un des plus grands auteurs français, il ne peut être interprété que par un auteur français. Oui, c'est bon, c'est pas John West, c'est Jim West, ouais. Je sais. Non, je fais la voix du 3D qui dit il s'est trompé, Voilà. Un acteur français n'est pas obligé d'être Gérard Depardieu, par exemple. Mais bon, ça, c'était pour vraiment la parenthèse, et c'était pour répondre à la personne avec laquelle j'ai pu discuter et lui expliquer qu'il faut essayer de sortir de cette programmation, comme tu le disais tout à l'heure, et surtout, avant toute chose, essayer de, comme tu disais, aller chercher l'information, et derrière, se dire que au-delà des origines, au-delà des religions, on est tous des êtres humains. Que certes, on peut être programmé pour penser que oui, eux, ils sont tous comme ça, ils sont tous comme ça, ils sont comme ça. Non, on est des êtres humains. Sortez de ça, allez vers les gens et je pense que vous aurez moins de
stéréotypes dans la tête, moins de critères et moins de craintes des autres humains qui sont avec vous, qui marchent avec vous tous les jours. Et, Non, oui, tout à fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai déjà le fait que on se définit en fonction des couleurs, en fonction de plein de choses. Déjà, quand on comprend comment fonctionne la génétique au niveau énergétique, le fonctionnement, le mécanisme, il est le même pour tout le monde. La preuve en est, une fois qu'on sort de ce paramètre génétique qui est la couleur de peau, en dessous, on a tous la même couleur. Donc effectivement, ça va se jouer non pas sur votre couleur, sur votre appartenance à tel ou tel groupe ou groupuscule, ça va se jouer uniquement sur votre travail, sur ce que vous avez fait pour les autres. Votre altruisme, vous êtes là pour atteindre ces 9 niveaux d'altruisme. On en parlera si on a le temps, parce que je sais que l'Arche d'Alliance va prendre beaucoup de temps, mais sur les mécanismes d'incarnation, qu'a-t-on donné au peuple hébreu qui n'existait pas encore avant? D'accord, avant on était sur la loi du talion et là on va passer dans le cycle karmique. Mais effectivement que c'est votre travail, c'est la lumière que vous allez générer. Et ça, je le dis tout le temps en consultation, je le dis à tout le monde. Sachez une chose, messieurs dames, la lumière gagne toujours. Si vous utilisez votre libre arbitre pour la lumière gagne. Si vous utilisez votre libre arbitre pour faire le mal que vous allez créer va être éducationnel, c'est-à-dire le mal doit être transcendé. Donc, ce qui va être transcendé à travers le mal sera la lumière. Les plus grands archanges, les plus grands anges ont été créés à partir du chaos. Donc, la lumière gagne toujours. Les ténèbres sont vouées à perdre. Parce que même quand les ténèbres sont créées, elles sont transcendées. Chaque épreuve que vous vivez et que vous transcendez crée de la lumière. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Tout simplement. Donc, à partir de là, on relaxe, on se met la tête dans le bon sens et on vient faire ce qu'on est venu faire ici. D'accord? Et ça, il était une fois le monde est là pour vous l'exposer. Alors, où on s'était laissé la dernière fois? On s'en était laissé avec ces Hébreux et ces fameuses 10 tablettes, parce qu'effectivement, on avait parlé de la circoncision, donc de la séparation de l'esprit, l'esprit d'en haut et l'esprit d'en bas, encore une fois. Mais cette fois-ci, la séparation ne se fait pas qu'uniquement de façon énergétique, mais aussi physique. C'est-à-dire que on coupe vraiment la connexion entre le mental et le cœur, entre l'âme et l'ego, pour que l'âme ne soit plus corrompue et ne soit plus salie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on va rentrer dans un nouveau système, justement, de purification de l'âme, de nettoyage de l'âme, qu'on appelle le système karmique. Karma, qui veut dire, qui vient du sanskrit. Le Jaffa. Karma, ça vient de Kri, qui veut dire action. Kri Jaffa. Et oui, ce n'est pas pour rien. Action. On y va. C'est vrai, dans Stargate, ils disent pas que des bêtises. Donc voilà, donc ça on en parlera en deuxième partie d'émission, si on a le temps, parce que là je voulais faire vraiment un sujet sur l'Arche d'Alliance, parce que justement on avait laissé les Hébreux qui n'avaient plus accès finalement à leur lumière, à part être dans le cœur, mais on sait tous les deux que à cette époque être dans le cœur c'était même si aujourd'hui on aime bien faire les bisounours, à cette époque c'était plus compliqué. Donc on leur a donné des commandements pour les canaliser, pour ne pas qu'ils fassent trop de bêtises, et que à travers ces 10 commandements, ils arrivent quand même à faire évoluer l'énergie, l'âme, la lumière d'Israël. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, les tables, on va les mettre dans une boîte, une arche, quelque chose qui a été demandé d'être construit. Alors là, Sangara, je te donne la main. Si tu peux nous parler vaguement, donc, de ce que la conscience collective, encore une fois, parce que Sangara est là pour ça aussi, s'attacher à ce que vous savez déjà et essayer d'amener une partie historique plus précise. Que peux-tu nous dire de cette arche d'alliance? Pour les gens qui n'ont pas vu Indiana Jones. Ouais, mais je pense pas que ça soit la bonne référence. C'est pas la bonne référence non plus. Mais il y en a, ils ont que ça. À ce niveau-là, oui, effectivement. Alors, on pourrait dire beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, ça peut pas paraître être une chimère, mais si on prend, on va dire, dans l'ordre chronologique à l'envers, aujourd'hui, elle est où cette arche?
Personne ne sait. Ou certaines. Moi, je pense. J'ai une petite idée. Toi aussi, tu veux Ah, parler. oui, on a une petite idée. Voilà. Oui, oui. Mais voilà, cet objet, ce conteneur, a disparu au fur et à mesure du temps. On a construit un temple pour le conserver avant ça, avant qu'il disparaisse. Le temple Si vous voulez, le temple de Jérusalem, de Salomon. de Salomon. Et j'ai souvent tendance à dire que si on a été capable de construire quelque chose qui aujourd'hui existe encore en partie, en tout cas, puisqu'on a toujours le mur des lamentations, qui est une partie du mur de fondation du temple, finalement, il y avait quelque chose qui a existé dedans. Et cette chose-là, elle est remplie de mysticisme au jour d'aujourd'hui. C'est une chimère au jour d'aujourd'hui. Mais Oui, à cette époque-là, comme chaque chose. Au début, c'est une histoire, après ça devient une chimère, après ça devient un mythe, une légende, et après ça devient un mythe. Mais bon, encore une fois, le temple n'a pas été construit pour rien. Pour rien. Hein, surtout la petite pièce du temple en haut, là, il faut monter par l'échelle. Bon, non, pas de souci. On vous indique souvent que la Bible, au-delà d'être interprétée comme un livre religieux, peut être lu de différentes manières, à différents degrés. Plusieurs degrés. Ouais. Voilà, et là, on va s'attaquer au degré historique. Et scientifique. Et scientifique. Les deux. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on retrouve dans la Bible. Alors, excusez-moi pour tous les athées, déistes ou autres religieux. Oui, là, on va taper dans la fourmilière. Je vous le dis tout de suite, il y en a qui vont saigner du nez. Hein, ça, c'est sûr. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer ce qu'on trouve dans la Bible, dans la description de l'arche. Ensuite, je pense que toi, Cyrielle, tu vas piquer dans le vif, mais on va y aller en douceur. Donc, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi, et sa hauteur d'1 coudée et demi. Je m'arrête sur ce premier paragraphe. Donc là, on a un manuel, en fait, on a un mécano dans la Bible. Ouais, c'est Lego technique. C'est le plan, là. C'est Ikea. C'est voilà. La Bible est Ikea. Pour des personnes. Voilà, donc c'est vrai qu'après, moi, ça me fait un petit peu sourire quand je vois des personnes qui. C'est très bien. S'ils trouvent en fait une certaine sérénité dans la prière et dans la lecture de la Bible comme livre saint, d'accord. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Oui, il y a une valeur de morale, dans la Bible, il y a une valeur, effectivement. Oui, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que là, tu veux prier quoi là quand on te dit oui, 1 coudée et demi, 2 coudées et demi. Bref, passons. Non, voilà, tu fais comme ça. Ferme-la. T'as remarqué le Créateur, l'Éternel. L'Éternel dans le Premier Testament, c'est tout sur sa volonté. C'est je suis, ferme-la. Va manger un kiwi sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. C'est tout de suite, c'est tu fais. Alors, dans l'Ancien Testament, c'est ça. Dans le Nouveau Testament, c'est plus l'amour des bisounours, la miséricorde et tout. Mais on sent bien qu'il y a vraiment un changement de polarité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Au niveau énergétique, hein. Bon, on en reparlera plus tard. On en reviendra. Je te laisse continuer. Donc, par rapport au plan Ikea de la Bible. L'arche. Donc, nous avons les dimensions, maintenant les matériaux. Donc, tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. On est précis. Non, c'est précis. Ouais, c'est clair. Voilà, pour moi, quand je vois ça, quand je lis ça, je me dis, mais en fait, c'est des plans pour construire quoi, concrètement? Non, mais c'est pour construire quelque chose. Je veux dire, voilà. Si il voulait juste avoir un coffre pour mettre les comment ça s'appelle, les tables des 10 commandements. D'ailleurs, les matériaux qui sont utilisés pour les tables, la pierre, la roche qui est utilisée, soi-disant où la table est gravée, c'est bien marqué que c'est fait de pierres très mystérieuses. Ce n'est pas les pierres du mont Sinaï, en tout cas. C'est venu. Il y a quelque chose là-dedans. Ça, il faudra que les gens, on va vous laisser des pistes de recherche. Vous allez partir comme Indiana Jones après l'émission, faire des recherches parce que là, on va vraiment taper dans la fourmilière.
on va dire des choses qu'on n'est même pas supposé dire, mais on va les dire quand même, vraiment pour que vous ayez, et Sangara il sourit, il fait, ah, heureusement que je suis à lui de terrer au fin fond de la campagne. Ah ouais, moi c'est clair, là je suis bien là. Mais en tout cas, après cette émission, vous allez pouvoir faire des recherches, regarder, vous allez partir dans tous les sens. Je vous dis honnêtement. Hein. Bon, nous on connaît ça depuis longtemps, mais vous, au moins, ça va vous ouvrir l'esprit. C'est la façon dont on fonctionne aussi. On vous donne des pistes de recherche pour que vous trouviez les informations vous-même. Donc je continue ma description. Oui, Ikea, le plan Ikea. Pour tous ceux qui je l'ai là, le plan de l'arche. Je l'ai. Pour tous ceux qui seraient intéressés pour la construire, au cas où, je ne sais jamais. Donc, je t'ai entendu, je suis pourri en dessin. Il y a quelqu'un, il y a un auditeur, il y a derrière Cyril, il est vraiment pourri en dessin. Je l'ai entendu. J'entends les égos, messieurs, dames. Hein, je vous entends d'ici. Bon. Vous nous excuserez, c'est les retrouvailles. Ouais, on a besoin. Ça, vous nous avez manqué, les gens. On y va. Voilà. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or, encore une fois. L'acacia. C'est bizarre, l'acacia. Pourquoi l'acacia? Oh, excuse-moi. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Encore une fois, on se demande pourquoi, puisqu'une fois qu'elle est déposée, on peut les enlever. Mais bon, il faut les garder. Mais ça, tu nous l'expliqueras également. Ouais, pourquoi, c'est vrai, pourquoi on ne peut pas les retirer? Ça sert juste à porter, normalement. Non, ça ne sert pas juste à porter. Bien sûr. Voilà. Pour finir, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire. Ce mot-là, il est important. Le propitiatoire d'or. Le couvercle de l'arche. Là aussi, ça. Voilà. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'1 coudée et demi. Entre parenthèses, hein, comme l'arche. Bizarrement. Oui. Bah oui, c'est le couvercle, c'est normal. Il ne va pas être plus petit ou plus grand. Sinon, ça n'a aucun sens. Et là, je pense qu'on arrive sur la partie la plus importante. Alors oui, excusez-moi peut-être de vous lire cela, mais c'est pour que vous preniez, et on s'arrête à chaque fois, vraiment conscience et le recul pour essayer de comprendre pourquoi cette construction est faite comme ça. De toute façon, moi, je suis là vraiment dans l'explication, on va dire terre à terre. Cyril va vous expliquer ça en détail. Exactement. Moi, je suis toute. Même si Sangara, alors, soyez bien sûr que Sangara, il joue le rôle de la personne qui est terre à terre, mais il connaît aussi l'information. Donc, il fait ça vraiment pour que les énergies descendent à un certain niveau, pour que justement on puisse atteindre un maximum de personnes dans la compréhension. D'accord? Parce que si on allait direct dans le feu de l'action et on irait direct dans le vif du sujet, je pense que ça serait comme le Tour de France, on ferait une échappée, il n'y aurait plus personne derrière. Ouais, ça va être l'échappée, le peloton, c'est fini, voilà. Plus personne. Voilà, donc c'est pour ça on prend notre temps déjà pour vous faire prendre conscience. Donc là, il est en train de vous lire le plan, qui est un plan quand même. Donc il y a bien un directeur technique quelque part qui donne le plan. Je te laisse côté. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battus aux 2 extrémités du propitiatoire. Et fais un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Il est très important celui-là. Ah oui, complètement. Et le fait qu'il y ait 2 chérubins, donc 2 anges avec les ailes en métal, donc qui se touchent presque, qui sont comme ça les uns envers l'autre, va être une indication technique, on le verra plus tard, dans la communication avec l'Éternel. Et juste, là je fais un bond dans le futur, dans notre passé, mais dans le futur par rapport au contexte qu'on explique. La chapelle Sixtine. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve au plafond? Une représentation d'un être divin, d'un homme, et une connexion entre les deux, qui ne se touchent pas, mais presque. E.T. maison. Voilà, exactement. Si vous avez vu cette fresque dans la chapelle Sixtine et que vous avez vu aussi l'affiche du film E.T.,
Je pense qu'on essaie de vous passer des messages, les gens, mais vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas compris. Voilà, il faut juste open your eyes. Open your eyes in the sky. Exactement. Et donc, pour conclure, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Ouais, les enfants d'Israël. Donc c'est quand même c'est quand même très 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 précis. Très 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 précis. Donc on vous remet dans le contexte, on va dire biblico-historique. Les Hébreux s'apprêtent à traverser 40 ans dans le désert. Ben, pas rien. Hein, déjà il faut manger. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi comment ils mangent les Hébreux dans le désert? Tu sais toi? C'est marqué dans la Bible. Et d'ailleurs, il y a un pot de ce produit qui sera mis dans l'arche d'alliance. On appelle la manne. Ils se nourrissent de manne, mais là aussi, voilà, de la manne. On va en sortir du contexte religieux. Encore une fois, la manne, en fait, effectivement, alors, quelque chose apparemment descend du ciel et fait tomber la manne. Mais la manne, elle tombe pas de n'importe où. Elle tombe d'un arbre qu'on appelle le tamaris. Et le tamaris qui fait une sève extrêmement épaisse, au goût de miel, comme on le lit dans la Bible, et les Hébreux vont se nourrir de ça, effectivement, la plupart, dans la plus grande partie de leur voyage. Et d'ailleurs, c'est une partie de cette manne fera partie de ce qui est mis aussi dans l'arche. Il faut à noter que quand, justement, cette manne est tombée, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient jamais goûté en terre d'Égypte. Manou. Voilà. Le terme man vient de l'hébreu manou qui veut dire qu'est-ce que c'est. Exactement. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que ce mot-là, en fait, ils l'ont appelé man pour la simple et bonne raison que quand ça tombe, les Hébreux disent manou, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout. Cherchez pas plus loin. D'accord? C'est vrai que on retrouve ce mot man dans les jeux vidéo, par exemple. Le mana. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo et qui jouent en ligne, savent très bien que à un moment donné, ben vous avez un personnage qui va s'occuper de faire des dommages aux ennemis, il y a un autre personnage qui va s'occuper des pouvoirs magiques que vous allez pouvoir utiliser, et ce pouvoir s'appelle mana. Et on peut l'appeler le chaman. Exactement. Ben ça, ouais. On va avoir tout le temps de l'expliquer. On va pas aller trop vite parce que tu vois, on était sur l'arche, on est déjà parti sur les chamans. Ça peut partir. Je vous l'ai dit honnêtement, ça peut partir dans tous les sens aujourd'hui. On va essayer de se concentrer sur l'arche. Donc, dans l'arche, il y a quoi? Il y a forcément les tables de la loi. Les tables des lois, les 10 commandements, les tablettes. Les tablettes. Pas Samsung Galaxy. Voilà, ouais, c'est ça. Mais ensuite, il y a le bout de bois fleuri, donc, de Aaron. Donc, c'est un bout de bois fleuri. Et cette fameuse manne, d'accord, qu'on va mettre dans l'arche, qui a été construite d'une façon, on a dit déjà tout à l'heure, très, très, très technique. Précise. Hein, très précise. Bon, ce qu'il faut savoir, a priori, donc, c'est que cette arche va accompagner les Hébreux tout au long de leur voyage. Et dans un premier temps, il n'y a que Aaron et les prêtres qui peuvent la porter. Toute autre personne que Moïse, les prêtres, Aaron et tous ceux qui seront sur le voyage et tous ceux qui toucheront l'arche, même ensuite, une fois qu'on arrivera à construire le temple et toutes ces choses-là. Mais il n'y a que les prêtres. Hein? Et Josué aussi qui prendra leur Oui. Mais il n'y a qu'un certain nombre d'élus qui peuvent porter l'arche, et tous ceux qui ne portent pas l'arche, enfin tous ceux qui ne sont pas élus, quand ils touchent l'arche, qu'est-ce qui leur arrive? Ils grillent. Littéralement, ils grillent. C'est-à-dire que dès qu'ils s'approchent de l'arche, qu'est-ce qui se passe? Ils subissent une décharge terrible, et à la seconde où ils subissent cette décharge, ils meurent. Pour la plupart, ou ils finissent en sale état. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que, bien sûr, vous devez bien vous douter qu'au fil du temps, ayant le plan, des personnes se sont amusées à reconstruire
une arche suivant les plans. Et la première chose qu'ils ont découvert, la première chose à laquelle ils ont été exposés, c'est que l'arche réagissait très fortement, la façon dont elle a été construite, avec les ingrédients et les matériaux avec lesquels elle est construite, réagissait au courant électrostatique, ce qui crée une décharge terrible pour la personne qui la touche. Donc, bien évidemment, on n'a pas tous les éléments que les Hébreux avaient à ce moment-là quand ils ont construit l'arche, c'est-à-dire les tables, par exemple, ne serait-ce que les tables qui sont, je le rappelle, gravées dans une matière mystérieuse, d'accord? Donc, il n'y avait pas ces tables-là. Il n'y avait pas, bon, le bout de bois fleuri, on peut en trouver un, et de la manne, on peut, il suffit de trouver un tamaris. Mais effectivement, la première chose que les gens se rendent compte, c'est que ça a un effet électrostatique. Et que l'arche fonctionne comme un supercondensateur. Alors là, vous allez me dire, mais supercondensateur, à quoi ça sert? Pourquoi on va fabriquer? Mais déjà, on est dans le désert hein, avec des bédouins. Je veux dire, à quoi ça leur servirait un supercondensateur? L'électricité n'existe pas. En théorie. Théorie. Mais bon, on est en droit de penser, on a en droit de dire que dans ce coin-là du monde, à ce moment-là, il n'y a pas de centrale électrique, ça ne sert à rien de créer un supercondensateur. Comment marche un supercondensateur? Déjà, moi, quand l'information m'est venue, ça m'est venu, mais vraiment encore toujours, ça me tombe sur la tête. Mais ça m'est venu pour la simple et bonne raison que dans cette vie terrienne, j'ai été en contact avec des, sans en être témoin, avec des instruments de musique, avec des instruments de studio d'enregistrement. Je suis même allé à Toronto faire une formation d'ingénieur du son pour vraiment connaître comment fonctionnait une table de mixage, comment fonctionne un haut-parleur, comment fonctionne un micro, comment tout ça est mis en place, comment on peut gérer, brancher les connectiques, enfin toutes ces choses-là. Et là, je me dis, c'est vrai que les supercondensateurs ou les condensateurs qu'on utilise le plus au jour d'aujourd'hui, mais vous en avez certainement deux devant vous si vous êtes devant votre ordinateur ou devant votre télé que vous avez des haut-parleurs. Ça fonctionne sur ce système-là. Donc, est-ce que tu peux me rappeler juste le passage sur le propriétaire dans ce que tu as inscrit, dans ce que tu avais d'inscrit sur ton. Bien sûr. Alors, lequel? Parce que dans la dernière partie, on parle beaucoup du couple. Donc, juste le début, quand il parle du couvercle, en fait. D'accord. Alors, attends. Excuse-moi, parce qu'en même temps… Oui, du coup, j'aurais dû te prévenir de le garder. Je suis désolé. Ouais, voilà, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Tu feras ceux des chérubins ou juste après? Oui, à partir de là, oui, parfait. D'accord. Tu feras deux chérubins, tu les feras d'orbattus aux deux extrémités du propitiatoire, je vais y arriver. Fais un chérubin d'une extrémité. On va dire le propre, ça va aller plus vite, le propre. Le propre, voilà. Vous ferez les chérubins sortant du propre. À ces deux extrémités, les chérubins étendront leurs ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propre et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propre. Tu mettras le propre sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propre, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Ça, c'est une indication, excuse-moi, je t'arrête là parce que c'est cela que je voulais, c'est une indication fondamentale, d'accord, pour comprendre comment fonctionne l'arche d'alliance. Parce qu'a priori, l'arche d'alliance donc est un moyen de communication avec les Bédouins, avec les Hébreux, et c'est ce moyen de communication et le créateur, l'énergie qui est en train de parler, lui dit, c'est de là que je te parlerai. Entre les deux ailes, là, à cet endroit-là précis, je te donnerai les ordres pour les enfants d'Israël. Bon. Donc déjà, il faudrait prendre des notes, hein, messieurs, dames. Donc d'un côté, vous avez donc quelque chose qui fonctionne comme un supercondensateur, d'accord? Qui dit supercondensateur dit qui va le toucher va être éjecté, sauf quelques élus. D'accord. Et là, on a une indication que sur le propre, au-dessus, donc sur ce couvercle, c'est de là que va être émis, le message de l'Éternel.
entre les deux ailes des chérubins. Donc ça, c'est une information fondamentale. Déjà, on va regarder de quoi est faite l'arche. Donc, dans un premier temps, elle est faite de bois d'acacia. Oui. Où on a recouvert. Non, des fois tu bugs, des fois ça bloque. Alors, je suis pas sûr que c'était tout là. Donc d'acacia, et donc on va recouvrir d'un métal hyper conducteur, l'or. Pour ceux qui ont fait de la connectique, là je dis coucou à notre DJ officiel, DJL, il sait très bien que les connectiques en or laissent passer et donnent un meilleur rendu au niveau du son. Par exemple sur les petites prises jack que vous avez sur vos écouteurs, là, comme ça. Bon, celle-là est en argent, mais s'ils étaient en or, le son est meilleur. Il laisse passer plus le courant. D'accord? Donc, déjà, on n'utilise pas n'importe quel métal. On utilise de l'or qui est un superconducteur. Donc ça, quand même, c'est important parce que ce superconducteur, donc, il va laisser passer l'énergie de façon totale. Tu sais, là, certaines personnes pourraient te dire oui, mais c'est en or parce que de tout temps, l'or est le métal le plus précieux pour l'être humain. Ok, oui, il pourrait dire ça. Il pourrait dire ça. Mais est-ce que ça ferait avancer le débat? Non. Déjà, voilà. Alors je dirais à ces gens-là, laisse-moi terminer de finir mon truc. D'accord? Non, mais la deuxième chose, c'est surtout pourquoi l'or était si important. C'est pas le métal le plus. C'est pas le métal le. C'est pas le métal le plus précieux. Mais pourquoi est-il si important? Exactement. C'est ça la question à se poser. Ça fait avancer le débat. Pourquoi dans les tables sumériennes, les humains sont là pour travailler l'or pour les Anunnaki? Pourquoi l'or? Pourquoi maintenant la réserve d'or américaine a disparu et se retrouve en Chine? Merde, je ne ferais pas que je le dise. Oui, non, ça, faut pas le dire. Oui, bon. Ah, tu veux dire que les Américains parlaient. J'ai pas compris, ça a coupé. Par les bourses, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi à chaque coin de rue au jour d'aujourd'hui, et moi j'ai été choqué quand je suis rentré du Canada, que je suis rentré en France, de voir le nombre de magasins qui récupèrent votre or contre de l'argent. Je sais pas si vous avez rendu compte, les gens, mais il y a énormément maintenant de boutiques en ville, partout, à chaque coin de rue, on récupère l'or. Il faudra vous poser aussi la question, je vous laisse aller faire vos recherches. Donc ce bois d'acacia, donc on est là avec un superconducteur. Et là, ça nous ramène à quelque chose, mais je me dis, mais finalement, cette arche, puisque c'est là qui communique, est-ce qu'elle n'est pas fabriquée, cette arche, tout simplement comme un haut-parleur? Alors, je ne sais pas si vous avez l'opportunité chez vous d'ouvrir un vieux haut-parleur d'une vieille chaîne hi-fi, mais vous allez voir comment il fonctionne. Et surtout, il fonctionne avec ce qu'on appelle un diélectrique. C'est-à-dire qu'autour de la bobine, vous avez souvent de la cellulose, du carton, un bout de carton ou de cellulose. Le même qu'on va retrouver où? Dans le bois d'acacia. Donc, le bois d'acacia sert d'isolant. D'accord? Donc, effectivement, vous avez cette boîte, donc qui est de tant de coudées, avec un couvercle et ce bois d'acacia, donc, qui fonctionne comme diélectrique. Déjà, il faut savoir que dans le désert, il y a 0 humidité. Ce qui entraîne un champ électromagnétique, électrostatique supérieur à la moyenne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'arche est posée, elle capte toute l'énergie électrostatique. Et les lames de métal que représentent donc à ce moment-là les ailes des chérubins, d'accord, vibrent avec ce courant électrostatique. Et là, ça m'est venu comme ça, encore une fois, quand vous envoyez une énergie, un son que vous vous mettez devant une membrane, derrière une membrane, que l'énergie arrive de derrière la membrane, la modulation crée un son. C'est ce qu'on appelle un haut-parleur. Inversement, si vous vous mettez devant la membrane se tourne et vous avez un micro. L'arche d'alliance était un haut-parleur. Tout simplement. Et on utilisait l'énergie électrostatique du désert, puisqu'on est dans un contexte avec 0 humidité,
pour charger et générer l'arche. Donc là, on est dans un fonctionnement où le prop, on va l'appeler comme ça, fonctionne de la même façon qu'un haut-parleur. C'est-à-dire que l'énergie générée par l'arche vibre entre les deux ailes de la même façon qu'une membrane d'un haut-parleur. Donc c'est pour ça que ils peuvent parler à l'éternel de cette façon-là. Tu dis haut-parleur, parce qu'après, les gens peuvent avoir l'image du haut-parleur, mais c'est en fait, pour être clair, c'est un moyen de communication. Un speaker, voilà, une enceinte, une baffle. Vous avez un écouteur, c'est un moyen de communication. Ah oui, mais tu te rappelles pas quand on était jeune, qu'on n'avait pas de micro, on prenait le casque d'un Walkman, on le branchait à la prise micro et on parlait dedans, ça faisait le micro pareil. La différence entre un micro et un haut-parleur, c'est juste le sens où vibre la membrane. D'accord, bon, maintenant on a des micros avec des super cellules et tout, bon, on a évolué, mais c'est vrai. Donc en fait, l'arche est un speaker, est une baffle, est un haut-parleur. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi? On est dans le désert, là, avec des bédouins qui n'ont aucune connaissance technique. Qu'ils avaient un sacré DJ pour faire une... Ils avaient un sacré DJ, oui. Non. Mais oui, bon, comme on l'a expliqué tout à l'heure, encore une fois, on est dans une démarche qui est autre que du religieux. On est dans une démarche où ils sont au fin fond du désert, en théorie. Là, je vais juste revenir, excuse-moi, sur l'histoire. Oui. Parce que les références, on va dire, qu'on peut trouver historiques et les recherches qui ont été faites sur, on va dire, cette soi-disant exode donnent tout et n'importe quoi. Or, on arrive quand même à définir qu'il y a une peuplade qui est venue d'une contrée lointaine et qui est arrivée, on va dire, dans le pays d'Our, qui est sur les bords de l'Euphrate. Voilà. Ouais. Donc, ils seraient passés, donc on suit bien ils sont descendus la mer Rouge, ils sont traversés, ils sont remontés vers l'Euphrate pour arriver directement donc à Canaan. Donc on est bien dans le désert, on n'est pas là parce que si je recentre ça, c'est parce que tu expliquais en fait, c'est comme si on donnait une affirmation. Voilà, ils ont été dans le désert. Oui, on affirme, on prouve. Ils ont effectivement, on a bien dans l'histoire une peuplade qui a erré dans le désert pendant un temps donné et on a des traces d'eux dans certains endroits. Voilà. Maintenant, pour revenir à ta question, qu'est-ce que ferait une peuplade avec ce genre d'engin? Ouais. On l'a expliqué la dernière fois, ce sont des personnes, des groupes d'humains qui se sont retrouvés autour de quelque chose. Ouais. Ils se sont unis autour de quelque chose. Et il n'y a rien de mieux pour souder les gens que de se rassembler autour d'une croyance, autour d'un objectif et autour d'un guide. Ce guide-là a acquis une légitimité, il leur a fait construire cet objet, cet appareil, on l'appelle comme on veut, pour quelque chose. Donc, et là, c'est ce que les religieux appellent la foi. La foi les guide, la foi les a fait construire ceci. Et maintenant, s'ils ont été jusque-là, c'est qu'ils ont eu un retour sur cette foi-là. Ils ont été libérés d'Égypte. Ils ont franchi le Nil, la mer Rouge, pardon. Ils ont été sauvés donc des chars de Pharaon. Et derrière, ils ont toujours cette croyance et cette confiance en Yahvé. Oui, mais bon, surtout que là, c'est quand même le conditionnement religieux, encore une fois, qui leur fait dire que. Bien sûr. Là, on va parler de technologie, mais on peut parler aussi d'événements, de tout ce qui se passe autour d'eux. C'est leur conditionnement qui leur rattache à Yahvé. Ça ne veut pas dire que c'est Yahvé qui l'envoie. C'est juste que ce qu'ils sont en train de vivre, les événements, voilà, les événements qui sont en train de vivre, vu qu'ils sont conditionnés religieusement, qu'ils ont subi un programme religieux, on va dire, ben du coup, c'est comme quand Melchizedek, il est sur la colline avec Abraham et qu'il lui dit, il lui parle du Dieu unique, il lui parle du Père universel, et Abraham fait de suite le rapprochement avec El Elyon.
Elion qui n'est ni plus ni moins qu'une divinité de sa tribu qu'il considère être comme le Dieu unique. Mais ça ne veut pas dire que Elion est le Père universel. C'est le conditionnement des Hébreux à ce moment-là qui, justement, comme tu l'as excellemment bien expliqué, qui fait que leur foi, leur croyance, d'accord, leur fait finalement faire ce que cette voix leur dit. Mais je vous l'ai dit, les gens, si vous cantonnez cette histoire, ces événements, uniquement au contexte judéo-chrétien, et vous allez me dire, mais c'est ce que tu fais, Cyril, tu es toujours en train de parler de la Bible. Oui, parce que l'information est là, mais il faut savoir sortir, on a parlé des plusieurs niveaux de lecture, il faut savoir sortir du conditionnement religieux. Mais en plus, là, dans mon explication, on est même dans la sociologie. Oui. Pour être clair. On rassemble une peuplade autour de quelque chose. Oui, c'est ça. C'est cette foi commune qui les fait avancer. Mais en même temps, l'événement, lui, tel qu'il est en train de se passer, d'accord, n'a rien à voir à un moment précis avec leur conditionnement. Mais c'est leur conditionnement, c'est la vision, c'est le prisme du conditionnement qui donne la vision ensuite. Mais on est d'accord pour dire qu'on parle de bédouins au milieu du désert et qu'à aucun moment, ils n'ont ce savoir technologique. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas de quand date, j'aurais dû le chercher, date le premier haut-parleur, d'accord? Bon, on a eu Graham Bell qui a inventé le téléphone, le truc à distance, bon, ça va être un petit peu avant quand même, mais disons que là, on a un haut-parleur, ça veut dire que si on a un micro, on peut téléphoner à quelqu'un, en gros. Parce que là, on a un haut-parleur, et l'Éternel dit, c'est de là que je vais te parler. Donc là, je vous ai mis l'image pour que vous voyez vraiment les deux chérubins au-dessus. Bon, c'est pas moi qui ai dessiné, ça se voit tout de suite. Hein. Mais bon, voilà, là vous avez l'image à l'écran. Vous avez donc les fameuses deux grandes barres qui servent à porter donc l'arche. Et donc vous avez en haut le propre, hein, donc ce fameux couvercle, d'où sort la voix de l'Éternel. Donc on a vu que le métal qui est utilisé, l'arche est construit comme un supercondensateur. Elle utilise l'énergie électrostatique du désert puisqu'on est à l'humidité zéro. La modulation électromagnétique qui se passe entre les deux chérubins crée un son. Je suis désolé, messieurs, dames, mais on est devant de la technologie. Chose qui n'est pas supposée exister à cette époque. D'accord ? Donc là, à partir de là, je vais revenir sur nos sales faces. Là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On est en droit de se poser la question, mais donc, seulement des élus étaient capables de porter l'arche et de parler à l'Éternel. Pourquoi? Et là, vous allez faire des recherches certainement, mais on va vous apporter une certaine, un certain chemin. Les prêtres hébreux, Aaron, enfin les autres, portaient sur eux ce qu'on appelle l'éphod. Alors l'éphod, je vais vous en montrer un. D'accord, si je le trouve, il est là. Voilà, voilà un éphod. Tu le vois bien, Sangara? Alors, c'est une tenue déjà, l'éphod. Bon, vous avez une partie, on va dire métallique, en cuir, et vous avez une partie aussi en tissu. Ce tissu, c'est du lin. D'accord? Et le lin a une propriété. C'est qu'il ne prend pas l'énergie statique et il ne fait pas transpirer. Contrairement aux autres vêtements qu'ils pouvaient avoir à l'époque en laine. La laine fait transpirer. On est tous au courant que si vous transpirez et que vous touchez quelque chose d'électrique, qu'est-ce qui arrive, Sangara? On grille. On grille. On mange une décharge, d'accord? Au moins une décharge, d'accord? Mais là, on est en phase d'un supercondensateur. Donc déjà, première indication, le tissu est en lin. Donc, qui nous protège donc de on va dire, du courant électrique, et en plus, qui nous empêche de transpirer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, l'éphod, il est fabriqué avec, vous le voyez ici, là, je ne sais pas si vous voyez la souris qui bouge, mais vous avez donc des lanières en or. Encore une fois, sur chaque épaule de l'éphod, vous avez 2 pierres d'onyx. Ah, pourquoi l'onyx?
On en parlera tout à l'heure. Vous avez ces deux pierres d'onyx. Au milieu, vous voyez, vous avez un plastron. Et sur ce plastron, vous avez, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pierres. 12 cristaux. Ah, 12! C'est bizarre, 12. Ça vous rappelle rien, le 12, messieurs, dames? Pourquoi 12 pierres? Et chaque pierre a des propriétés importantes. On le verra tout de suite après. Donc, Sangara, ce que tu vois à l'écran là, ça te rappelle rien? Moi, de suite, ça me fait penser à un clavier de téléphone. Mais Un clavier, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai, j'avais même pas pensé, mais c'est vrai, peut-être que c'est là qu'il compose les numéros. Alors Dieu, c'est agate, quartz, non, voilà, non, mais c'est vrai, j'avais pas, bien vu, Sangara. Peut-être encore une information. Peut-être que c'est là qu'il composait le numéro. Le créateur que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Ouais, voilà. Donc, non, mais ça va, mais bien, franchement, bien. Non, je m'y attendais pas. Franchement, tu m'as pris de court. Mais moi, je suis désolé, messieurs, dames, mais ça me rappelle ça. Est-ce que tu le vois? Ah bah oui. On est toujours sur les phones. Ouais, ça circule. Ouais. Là, complètement. Et vous savez comment ça s'appelle, ça? Un transistor. Alors, attendez. Je récapépète. Je récapitule. On a un haut-parleur, on a un transistor. Non, mais c'est la même chose. Je suis désolé. Hein? Donc, à ce moment-là, je vais le remettre. Hein, je vais remettre les FOD pour que tout le monde le voit bien. Hop, il est là. Ça ressemble vraisemblablement à un transistor, encore une fois. Et là, j'ai encore eu un aha moment. Je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en formation et donc je travaillais sur les machines, sur les tables de mix, enfin sur tout le reste. Et pendant ma formation, on travaillait sur ce qu'on appelle des transistors à effet de champ. D'accord, c'était le mieux pour tout ce qui est encore peut-être que JL qui s'en rappellera, mais ces transistors à effet de champ qui étaient là pour remplacer les fameux amplis à lampe ou les choses comme ça pour les microphones et pour d'autres choses. On utilisait, et la particularité de ces transistors, tu sais c'est quoi? Non, tu vas dire. Ils sont à base de cristal. Et le cristal principal, c'est le silicium. Et toutes les pierres qui sont là, alors je ne les ai pas toutes de tête, je vais vous inviter à aller les chercher, sont toutes à base de quartz, comme les transistors à quartz, comme les montres à quartz, comme à quartz et de silicium. Donc, on est dans le désert, avec des gens, d'accord, qui ne sont pas supposés avoir cette technologie. Technologie, encore une fois, que nous, on a découvert récemment, le transistor à effet de champ. Ça date pas d'il y a 2000 ans, ou de 1000 ans, ou même de 500 ans, même de 50 ans. Et ces gens-là ont construit un transistor à effet de champ. Donc, on a une espèce de cage de Faraday, là. C'est-à-dire, on a une espèce d'armure qui nous permet d'être isolé donc de l'électricité statique, de ne pas mourir à ce moment-là, au moment où on touche l'arche, d'accord? Et qui nous permet aussi d'avoir un transistor. Je ne sais pas si vous savez comment fonctionne une CB ou une radio ou quoi que ce soit, ou même un talkie-walkie, ou même, voilà, ça fonctionne. D'ailleurs, on appelait ça il n'y a pas encore si longtemps un transistor, là, les radios. Là. Nos grands-mères avaient, vas-y, allume le transistor, il y a l'émission de Julien Courbet. Donc, là, ce qui se passe, et là, il faut que vous en ayez conscience, on est devant de la haute technologie. Alors, vous allez me dire, mais c'est onyx sur l'épaule. L'onyx sur l'épaule, il est placé à un endroit bien précis, hein, au niveau de la gorge. Le son est capté par l'onyx qui vibre, envoyé dans le transistor, et vous avez le combiné avec lequel on parlait à l'Éternel.
Alors on fait quoi là? Et bien évidemment, les gens qui n'ont pas ce truc-là sur eux prennent une décharge et meurent sur le champ. On est devant de la haute technologie. Et de la technologie qui, même au jour d'aujourd'hui, c'est quand même fait avec des choses rudimentaires. On a du cuir, on a du lin, on a des cristaux, on a de l'or, d'accord? Cet éphode-là, cette fameuse, comment dire, cette fameuse tenue, en fait, vous avez les onyx sur les épaules, donc qui captent le son, qui les envoient dans le transistor. Et voilà pourquoi les prêtres et les gens qui tiennent l'arche sont les seuls qui peuvent parler avec l'Éternel et recevoir l'information. Donc, vous avez le micro sur la personne et vous avez le haut-parleur, c'est-à-dire d'où arrive l'information. Donc, vous avez l'émetteur sur la personne et le récepteur et l'arche. Messieurs, dames, je ne sais pas qui parlait aux Hébreux dans le désert, mais leur technologie était beaucoup plus avancée qu'eux. Qu'est-ce que tu en penses, Sangha? On parle de quelque chose, d'une période qui date de environ moins 1200, 1220 avant JC. Et pas, je ne parle pas de Jacques Chirac. Donc, non, on ne parle pas de Jacques Chirac. Voilà. Écoutez. Après, pour certains des téléspectateurs du coup qui seraient érudits de l'émission Alien Theory, c'est un sujet qui a déjà été abordé. Voilà. Alors le problème, c'est que quand c'est une émission de télé, il faut du spectacle. Parfois, ils sortent un petit peu du. Oui, voilà. Là, on rentre dans le cadre du tout et n'importe quoi là-dedans, voilà. Parce qu'il faut faire du sensationnel. Voilà. Donc là, il vous a expliqué, Cyril vous a expliqué par A plus B en fait ce qu'il en était. On va avoir un exemple de toute façon qui va vous montrer la portée de la puissance de cet appareil avec la conquête de Jéricho. Ouais, exact. Alors il y a la légende, il y a la mythologie biblique, il y a une réalité derrière. Il y a toujours un fondement, c'est ce qu'on vous expliquait tout à l'heure. Cet appareil-là, Cyril va vous expliquer par A plus B que c'est un appareil technologique. Ah, c'est de la technologie. C'est tout simplement ce qu'on appelle l'EFOD, c'est un micro piézoélectrique. Pour ceux qui connaissent le son, enfin là, il faudra aller. C'est un micro piézoélectrique. Cherchez pas plus loin. Avec les pierres d'onyx, ça fonctionne comme un micro piézoélectrique. Le son est absorbé par les pierres et il est envoyé dans le transistor. Ni plus, ni moins. Alors, ça fait joli dans les films de Cécile B2000, là, ces tenues-là. C'est de la haute technologie. Je te laisse finir, excuse-moi. Non, surtout ne soyez pas surpris de voir, de percevoir qu'à travers l'histoire, on a toujours quelqu'un ou un petit groupe qui se retrouve avec quelque chose qu'il n'aurait pas dû avoir entre les mains. En fait. Oui, c'est exact. Mais là, tu as super bien résumé, c'est que tout d'un coup, tu te retrouves avec des gens là, et puis, oh, ils ont un condor qui vole comme dans les cités d'or. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, à un moment donné, vous avez des peuples qui n'ont pas accès techniquement. Hein, si on en suit, bien évidemment, encore une fois, les historiens, si on en suit, parce qu'on est, comment dire, moi j'étais pas là, je peux pas savoir. Effectivement, si on en suit l'histoire, le programme conventionnel, ces gens-là ne sont pas supposés avoir cette technologie, puisque c'est une technologie qu'on a découvert, nous, récemment. C'est-à-dire, ça fait combien de temps qu'on a des téléphones, ça fait combien de temps qu'on a des haut-parleurs, qu'on a des tourne-disques là avec des, tu sais, avec on dirait une trompe là, tu sais, le truc là. Ça fait pas si longtemps. Je veux dire, quand on regarde justement les premiers tourne-disques là, tu sais, où tu dois tourner la manivelle et puis tu as l'espèce de trompette qui sort là, et que les gars, ils ont une arche tout en or avec les finitions chromées. Et bon. Tu vois, tu dis à un moment donné, et ce qu'on a occulté de dire aussi, c'est que pourquoi on ne sortait pas les branches? Eh bien, parce qu'il fallait des antennes. Et que ces gros bouts de bois qui portaient l'arche sont aussi des antennes. On est devant une cibille faite en acacia et en or, messieurs, dames. Tout simplement. Donc, c'est de la haute technologie extraterrestre. On n'aime pas ce mot avec Sangara. Mais c'est une technologie qui ne vient pas d'ici. Si elle vient d'ici, ça veut dire qu'ici, il y a des gens qui ont un intellect et qui ont un savoir supérieur, on va dire, aux autochtones ou aux indigènes qui sont là, sur Terre, à ce moment-là. On fera des liens aussi avec
Je te laisse continuer. Non, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Ces personnes-là, tout au long de, et moi, comme je vous l'expliquais comme je l'ai dit la dernière fois, moi, je suis un civilisationniste. Et tout au long les civilisations, on vous explique à longueur d'émission et que il y avait, Il y avait, jeu de mots. Je vais le marquer pour moi. Il y avait. Voilà, à une période des êtres supérieurs. Avec nous, avec nos ancêtres nous ont narré leur présence, leurs exploits parfois. Nous n'en sommes pas des affabulateurs. Ne sont pas des menteurs. On vient de vous expliquer par A plus B que cet appareil-là n'avait pas à être dans les mains de ces gens-là. Comme bien d'autres non, mais c'est surtout, moi, ce que je trouve quand même incroyable, c'est que même des gens qui sont dans l'électronique ou dans l'électrique ou des choses-là n'ont jamais fait, on n'entend jamais parler de ce rapprochement. J'ai cherché combien d'années sur Internet, voir des gens qui en parlaient. Tu vas trouver ça sur des vieux sites, des vieux trucs, bien évidemment, de gens qui ont étudié ça. Mais c'est vrai que ça saute aux yeux pour quelqu'un qui, bon, moi, j'étais dans la musique. C'est pas pour rien que j'étais dans la musique peut-être à un certain moment pour me rendre compte de ces choses-là ou de cette chose-là en particulier. Mais c'est quand même incroyable que personne n'ait fait le rapprochement entre la tenue que portaient les prêtres hébreux à ce moment-là. Donc, bien évidemment, alors eux, ils pensaient que c'était du conditionnement religieux. Il y a les 12, donc forcément. Voilà. Ils ont fait le mélange avec le reste. Mais pourquoi? Pourtant, là, les gens doivent se dire, mais là, Cyriliel et Sangara, ils nous l'expliquent, c'est évident. Mais pourquoi on n'en parle pas? Cette arche d'alliance, là, c'est le téléphone avec là-haut, là. Et c'est simple, hein. Il est dans les passages que je vous ai lus tout à l'heure, il insiste beaucoup sur le témoignage que je te donnerai. On parle là des tables de la loi. Oui, des tables de la loi, des livres saints. Et oui, et la matière où sont gravées les tables, encore une fois, c'est ce qui... Voilà. Parce que tout le monde va me dire, mais demain, alors on n'a qu'à construire une arche, on se met le bidule. Non. Voilà. Il y a quelque chose qui a été donné à Moïse qui envoie l'information directement à la source. Il y a à la source des messages. Donc, effectivement, ce qu'il y a dans l'arche conditionne fortement avec qui on communique. Alors, encore une fois, vous allez dire oui, mais bon, là, on a des explications, mais reprenez la Bible. L'épisode d'après, on vous en a parlé tout à l'heure, le temple de Salomon. Vous avez exactement le même kit de construction. Ikea. Avec in fine le Saint des Saints, où sera conservée l'Arche d'Alliance. Là encore, alors ça va se réduire, hein, puisque à part le roi en poste, il n'y a pas grand monde qui pourra rentrer à l'intérieur. Donc c'est encore plus... Mais voilà, moi après, bon, nous, des fois on peut même manquer d'arguments puisqu'on vous explique les choses par A plus B. On ne vous demande pas de nous croire sur parole, on vous demande justement, comme tu l'as dit, d'aller chercher l'information. Aller chercher micro-piézoélectrique, aller chercher sur Internet un transistor, aller chercher des transistors à effet de champ et vous allez voir qu'ils sont tous faits à base de silicium et que les pierres qui sont sur l'éphod sont tous à base de quartz en majeure partie et aussi de silice. Donc, vous allez voir qu'à un moment donné, je veux bien qu'il y ait beaucoup de coïncidences, mais à un moment, les coïncidences, il y en a tellement, il va falloir leur donner un nom. Je vais vous faire juste un petit parallèle. Aujourd'hui, les armées hein, de tous les grandes puissances, on va dire, États-Unis en tête, sont toujours à la recherche de nouveaux armements ou ont déjà ces armements-là. Et dans ces armements-là, vous avez des armements à base d'ondes sonores. Voilà, oui. C'est une réalité. Oui, qui peuvent dématérialiser la matière. Voilà. Oui. Allez chercher. Parlons de la conquête de Jéricho, de ce qu'on a dans la Bible. Ils sont arrivés. Donc dans la Bible, on vous explique que les Israélites sont arrivés donc devant les murailles de Jéricho. Une fois par jour, pendant 6 jours, tourner autour en fait des murailles avec les trompettes et avec l'arche.
qui est, comme tu l'as expliqué, est en Un haut-parleur. super condensateur. Donc, un Et un super haut-parleur. condensateur qui augmente donc la puissance sonore des trompettes. On est d'accord. Voilà. Et donc, il tourne autour pendant 6 jours. Et le 7e jour, les murailles s'effondrent. On dit ça, on dit rien. Nous, on n'était pas supposé dire des choses comme ça, mais on est des fous. Voilà. Ouais. Et donc, et voilà. Donc, prenez le parallèle. Donc, entre cet appareil-là qui fait s'effondrer une muraille et aujourd'hui, des technologies que nous sommes en train de développer, que les armées sont en train de développer, à base d'ondes sonores, justement, pour dématérialiser la matière. Tout à fait, tout à fait. Non, mais ils ont cette technologie. D'ailleurs, on la voit de plus en plus dans certains films. Hein, ne serait pas seulement aussi, ça leur sert de bouclier, c'est-à-dire que quand, par exemple, ils peuvent détourner des roquettes, de bazooka ou des choses comme ça, grâce à ces appareils, donc à impulsion électromagnétique et sonore. Exactement. Donc, et effectivement, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de redécouvrir une technologie qui existe déjà dans la Bible. C'est ce qu'on est en train de vous expliquer, tout simplement. Donc, dites-vous bien une chose, messieurs, dames, soit il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont remontés dans le temps, soit ces gens-là étaient en contact avec des gens venus d'ailleurs, qui, apparemment, d'après ce qu'ils disent, sont nos créateurs. Donc, c'est pour ça que c'est vrai qu'on a plutôt tendance, c'est vrai que moi, bon, Cyriel, ça peut sembler comme du conditionnement hébreu, toutes ces choses-là. J'aime le nom parce que c'est le nom qu'on m'a donné, qu'un oracle grec m'a donné. Donc déjà, le S se prononce pas S, il se prononce Kr. Ça vient du grec Urvio, qui a donné plus tard Cyril, et puis Cyril. Mais c'est vrai que c'est un nom qui nous a été donné, mais avant tout, nous sommes des énergies. Et si, encore une fois, vous gardez le concept angélique dans le contexte judéo-chrétien, vous ratez 90% de l'information. Et c'est pour ça que avec Sangara, on n'aime pas utiliser le mot extraterrestre pour la simple et bonne raison que ça nous sépare de nos créateurs, ça nous sépare aussi du monde, parce que le monde, ce n'est pas que la planète Terre. Ça, vous devez en avoir conscience. D'accord? Sangara a parlé de métagalaxies la dernière fois. Hein, si on peut cataloguer un monde, ça va au-delà d'une planète. Une planète fait partie d'un monde. D'accord? Ça, il va falloir aussi remettre les mots dans leur contexte. Alfara, d'ailleurs, m'expliquait souvent. D'ailleurs, il nous écoute aujourd'hui. Hey, Alf, how are you, guy? Expliquait souvent que le monde en dessous du firmament, il disait toujours Lord Lucifer is the God of this world. It means everything that is under the firmament. Ça veut dire que tout ce qui est en dessous du firmament, c'est-à-dire pas uniquement la planète, mais tout ce qui l'entoure en fait, était dans les mains à ce moment-là du porteur de lumière. Donc effectivement, le monde ne se situe pas, ne se limite pas à la planète Terre, mais à tout ce qu'il y a en ce moment en dessous du firmament. Et le firmament, il va très loin. D'accord? Et ça se réduit. Plus on se rapproche du champ électromagnétique de la planète, on a parlé de la ceinture de Van Allen, on avait parlé d'autres choses. On parle aussi de ce fameux torus qui est autour de la planète, qui fait circuler l'énergie aussi de la planète. On a parlé justement, tiens, tout à l'heure, c'est bizarre parce que quelqu'un m'avait posé la question récemment, on a parlé de changement de polarité dans le discours du Créateur dans la Bible. Mais est-ce que c'était pas un changement de pôle aussi à ce moment-là et qui fait que la création, enfin le créateur est passé de la volonté à l'amour? On change de polarité, on passe de je te fais peur à je t'aime. Parce que les deux énergies opposées ne sont pas l'amour et la haine, mais l'amour et la peur. C'est vrai que quand tu lis l'Ancien Testament, le créateur, je sais pas. Ah ouais, il facilite le transit intestinal, hein, tout de suite. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Oubliez Dragé Fuka, oubliez Olbran, créateur, tu parles avec c'est fini. Hein, non, mais on est d'accord. Et après, dès qu'on passe au Nouveau Testament, Yeshua, Michael, vient changer la polarité. On a expliqué, celui qui contrôle le soleil contrôle le tout. Celui qui devient le Christ contrôle le tout.
Donc ça aussi, on reviendra là-dessus. Donc je sais pas, je pense pas qu'on ait le temps. Non, il nous reste qu'un quart d'heure malheureusement pour clôturer l'émission. Donc on n'aura pas le temps. On parlera des cycles d'incarnation dans la prochaine émission. On est vraiment désolé, mais bon là on va se limiter à l'arche. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de côté technique. Oui, Sangara, tu as quelque chose Oui, je voulais juste revenir sur ce que j'ai indiqué en introduction. Elle est où maintenant, l'arche, à votre avis? Eh oui, l'arche et tout. Elle est où? Tu penses qu'elle est en Suisse? Ouais, je pense, avec tous les trésors de l'Europe, mais bref. Non, alors aujourd'hui, vous avez beaucoup de spéculations, notamment certains pensent qu'elle est à la Libéla. Ah oui, excusez-moi, la Libéla. La Nouvelle Jérusalem qui se trouve en Éthiopie. Pardon, excusez-moi pour je n'ai pas Oui, précisé. beaucoup d'Éthiopiens disent qu'elle est chez eux. Voilà, ensuite, moi, On parle aussi dans la Bible d'une montagne, ouais, d'accord, où elle aurait été placée et que le chemin aurait été perdu et que faites vos recherches. voilà. Et attends, on devrait monter une expédition chercher l'Arche d'Alliance. Voilà. Après, certains vont vous dire, oui, mais elle est sous la basilique Saint-Pierre. Ah oui, elle est etc. partout. Elle est partout. Elle est partout. Si tu les écoutes, elle est partout. Voilà. Elle Ouais. est cachée dans le plateau du Golan. Voilà, bon, bref. Peu importe. En tout cas, si à un moment dans l'histoire de ce monde, cet appareil a été là, on savait où il était conservé, je trouve bizarre qu'il ait disparu du jour au lendemain, quasiment. Ben, Alors, effectivement, vous me direz, je pense que ce qui a fait, construire l'arche, on a le plan. Tout le monde peut en construire une autre. C'est ce qu'il y a dans l'arche qui activait aussi. Parce que c'est vrai que le sol, d'accord, le condensateur, il y avait il y a des petits pieds, donc il était isolé du sol. Tu vois? Donc, effectivement, ceux qui ont essayé de la construire, la première chose qui leur a sauté aux yeux, c'est cette énergie qui s'en dégageait. D'accord? Et plus moins l'air est humide, plus l'électricité statique est grande. Donc, est-ce qu'on revient pas à ce que Tesla a essayé de nous expliquer à propos de la libre énergie? Tesla, c'est quand même quelqu'un, on pourra faire une émission sur Tesla justement dans la saison 3 quand on va arriver dans le monde contemporain, mais Tesla, c'est quelqu'un qui plantait une ampoule dans le sol et l'ampoule, elle s'allumait quand même. Et aujourd'hui, EDF, GDF vous fait payer des factures entre 500 et 1200 euros par année. Personne ne dit rien. Mais l'électricité libre existe. Tesla, il s'amusait à construire des tours dans son jardin et allumer des ampoules dans son potager. D'accord? L'Arche d'Alliance, son fonctionnement, même si on est là, on est devant de la haute technologie, fonctionne sans source d'énergie, on va dire nucléaire ou quoi que ce soit. Elle fonctionne uniquement avec l'air électrostatique ambiant. Et le sable? Aussi, on a quand même, on a le soleil, on a l'eau qui sont des sources d'énergie les plus grandes qui puissent exister. Et qu'est-ce qu'on fait? On va chercher du pétrole, je ne sais où, et puis on s'égorge pour ce pétrole, et on utilise l'énergie atomique pour s'éclairer. On a un problème. L'humanité a un problème. Et le problème de l'humanité, c'est les gens qui se font de l'argent sur sa tête. Voilà. Donc tout ça aussi, faudra regarder ça de plus près. Faudra analyser aussi toutes les choses que on gobe sans rien dire. Faudra à un moment donné les rattacher parce que c'est ce qu'on fait nous en fait. Hein. Si vous avez remarqué avec Sangara, on est parti dans le biblique. Là, on est arrivé dans tout le pré-adamique qu'on vous a fait. Bon, on est retourné même au temps des dinosaures, des reptiles. C'est parce que tout le long de cette grande épopée, il y a une énergie constante. Et vous êtes un fragment de cette énergie constante. Soyez contents pour ceux qui en ont par-dessus la tête des références bibliques. On a bientôt fini. Non, mais c'est la connexion. Pourquoi? Et encore une fois, là aujourd'hui, on a démystifié l'Arche d'Alliance, c'est-à-dire que on l'a enlevé du conditionnement religieux, justement pour montrer ce qu'elle était réellement, technologiquement, mais ça ne répond pas à la question. Avec qui?
qui parlait? À qui on parle et qui nous donne les plans de cette technologie. On a démystifié, donc, on s'est dit, mais qui est Dieu, le barbu, là. On a démystifié ce côté-là. On a enlevé le conditionnement religieux, mais on ouvre une nouvelle question qui amène cette technologie sur Terre à ce moment-là. Donc, vous voyez, on est dans le biblique, mais en même temps, on est, pour certains, dans l'ufologie, pour d'autres, on est dans le fantasme, pour d'autres, mais force est de constater qu'on est en face d'une technologie avancée à une époque complètement anachronique. On est dans un anachronisme complet. C'est comme si tout d'un coup, tu voyais Jésus sur une mobilette. Tu dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, effectivement, il faut savoir à un moment donné, et bien évidemment, tout en restant le plus objectif possible, se dire, OK, on démystifie le côté divin, mais qui a donné cette technologie? Et est-ce que le divin et l'ufologie ou l'extraterrestre ne sont pas liés à un certain point? Je dis ça, je dis rien. Et moi, avant de finir, j'aimerais juste te donner un petit conseil cinématographique, parce que voilà, tu sais, moi je suis un accro. Ah oui, mais Sangara, c'est toujours la minute cinéma. Voilà. Et j'inviterais les gens justement pour avoir un début de réponse à cette question, regarder un film. Tu as dû le voir, c'est Jupiter Ascending. Non, je l'ai pas vu encore. J'ai pas. Tu sais, moi, quand je vois la masse, quand je vois la conscience collective partir comme des troupeaux faire un truc, j'attends qu'ils finissent avec le truc et voilà. Parce que sortez de ce film tout ce qui est science-fiction, gardez l'essence de ce qui est dit dans ce film-là et vous aurez déjà beaucoup d'informations. Comme tu as très bien expliqué la dernière fois, Hollywood, il y a les gens, ils nous inondent d'informations. Il y a du négatif, il y a du positif. Prenez l'essence juste de ce film-là. J'en aurai bien d'autres à vous communiquer. Je pense que tous les gens, certaines personnes qui nous regardent sont des érudits de science-fiction. La science-fiction, et c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle, j'essaie d'amener les gens à se pencher là-dessus parce que les gens, oui, c'est trop irréel, on n'y croit pas. Mais les films de science-fiction sont parfois plus crédibles que des films romantiques. C'est vrai. Ah non, parce que Tana, elle pense que le prince charmant, il existe. Moi, je vais arrêter de dire des bêtises. Mais le prince charmant, il existe, mais pas comme dans les films, mesdames. Tu vois, le conditionnement. C'est-à-dire qu'il y a des relations complètes. On va faire un petit peu de cinématographie. Il y a des relations complètes qui sont déchirées par un film. Parce que la femme ou le monsieur va donc idéaliser son idéal féminin en fonction de ce qui s'est passé dans le film. Et quand ça se passe pas comme dans le film, bah ça par contre, oui, ça ils y croient. Oui, je crois au grand amour avec Stéphane dans le désert. Ok, ça ils y croient, si tu veux. Mais quand on leur montre des preuves et qu'à un moment donné peut-être, il y avait des technologies supérieures à ce qui devait, non, ça passe pas. Ça c'est trop irréel. Pourquoi? Parce que la programmation l'a rendu irréel. Et pourtant, il suffit de prendre le plan d'un transistor et de regarder les fautes que portaient les prêtres hébreux pour se rendre compte qu'on est plus proche de la réalité que la science-fiction est des fois bien plus proche de la réalité qu'autre chose. Mais en tout cas, c'était un bon retour, une bonne émission. Il nous reste 2 minutes pour se dire au revoir. Alors, Sangara, je te laisse le mot de la fin. Je peux faire un peu de promo? Oui, vite, hein, il nous reste 1 minute. Rapidement, j'ai profité aussi de cette petite coupure pour finaliser. Donc, pour tous ceux qui me le demandent, donc, les Chroniques de la Liberté, le livre, sera disponible fin septembre, début octobre. J'aurai la date assez rapidement. Voilà. Ok. Et moi, mais je vais faire un petit clin d'œil encore à Alfara. Vous êtes sur Terre. Enfin, vous grandissez en haut à travers la chair ici-bas. Il disait tout le temps, you grow yourself above through the flesh below. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Biggie, you can cut it. We're down. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it?
Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN High Definition downloads. You can now purchase a high definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.